Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse au partage de la valeur. Il y a un texte de loi qui est en préparation, on va en parler avec François Perret. Il est justement l'ambassadeur du gouvernement sur ce sujet du partage de la valeur, auteur de Non, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Il est sorti chez Duno, ce livre, il est notre invité. Smart Philo, s'émanciper du regard des autres. C'est pas toujours simple en entreprise. Comment s'en libérer de ce regard? On en parle avec Marianne Mercier, elle est consultante philosophe pour les organisations. Ce sera Smart Philo. Et puis le cercle RH, c'est la saison, c'est le cas de le dire. On parle de la fidélisation des saisonniers et des intérimaires. Comment faire pour engager et maintenir ses collaborateurs dans des périodes saisonnières? On en parlera avec des experts. Ce sera le cercle RH. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, un cadre sur deux souhaite quitter son job en 2023. Études cadre emploi. On la commentera avec Carole Ferté. Elle sera notre invitée, directrice des études chez Cadre Emploi. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on a beaucoup parlé sur ce plateau du partage de la valeur, la participation notamment, on va en parler. Et il y a un texte de loi, on en parle avec notre invité François Perret. Bonjour François. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes ambassadeur du gouvernement sur le sujet du partage de la valeur. Thibault Langsade portait aussi ce sujet. Vous partagez, je crois, avec Thibault Langsade et une femme, une nouvelle d'ailleurs qui était Carole Couvert auparavant. Aujourd'hui, c'est qui? Agnès Bricard, qui est l'ancienne présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables. C'est ça, Agnès Bricard, et vous portez ce sujet. Texte de loi, on le sait, présenté en Conseil des ministres. Alors vous êtes très prolifique sur ces sujets parce que j'évoquais votre livre. Non, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, qui est sorti chez Duno, puis vous avez écrit beaucoup d'autres livres et d'articles, et vous êtes le directeur général de Pacte PME. Un mot sur ce texte. Il s'inscrit, il faut quand même le resituer, dans un contexte d'inflation, de tension sociale et de mouvement social. Est-ce que ce texte partage de la valeur résout le problème de la répartition de nos richesses? Il ne faut pas demander plus à ce texte que ce qu'il peut offrir, mais il offre déjà pas mal de choses. Il y a un certain nombre d'avancées quand même importantes, je dirais dans deux directions. Je dirais l'ambition de généralisation des dispositifs de partage de la valeur et puis l'objectif de simplification qui prévaut depuis la loi Pacte finalement, de faire en sorte que la complexité n'apparaisse pas comme un frein au développement des dispositifs dans les entreprises. Je dirais que ce qui ressort nettement de ce projet de loi qui a été, vous le rappelez, présenté en Conseil des ministres le 24 mai dernier, c'est principalement d'abord l'ambition de descendre plus bas dans la taille des entreprises pour mieux couvrir ces entreprises. J'allais venir. Notamment, les PME. Mais oui, et plus particulièrement les moins de 50, parce que quand on a moins de 50 salariés, on n'a pas une structure aussi organisée que quand on est plus grand. Et donc, rédiger un accord d'épargne salariale, ça paraît peut-être moins simple quand on n'a pas de directeur juridique, de directeur financier ou directeur des ressources humaines. Rappelons quand même la genèse, c'est un accord national interprofessionnel. Alors, il n'a pas été validé par tous les syndicats, je crois que là, mais presque. Et c'est le fruit du dialogue social. Je reviens, vous voyez, en permanence à ce sujet, puisqu'il y a une sorte de rupture de dialogue sur les retraites. Mais sur ce sujet-là, les partenaires sociaux ont discuté. Concrètement, les PME, une fois que ce texte sera passé, vont s'emparer d'un outil où elles vont faire un peu en disant c'est trop compliqué, on n'a pas les moyens. Comment vous regardez la suite? Parce que ce texte va arriver à l'Assemblée nationale. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, et la Première ministre l'a dit, il faut retranscrire cet accord national interprofessionnel exhaustivement et fidèlement dans la loi. C'est l'engagement que le gouvernement a pris. Donc ce sera chose faite, effectivement, après son vote, on l'espère pendant l'été, puisque le texte va être examiné pour la première fois par l'Assemblée nationale. Fin juin ? Dans la semaine, effectivement, du 26 juin, donc c'est très proche. Il y a cette ambition, effectivement, de couvrir l'ensemble des éléments de l'accord. Puis vous avez raison, une fois que le texte aura été approuvé, le plus dur reste à faire. C'est de l'appliquer sur le terrain. Et pour l'appliquer sur le terrain, encore faut-il le connaître. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2019. Je citais la loi Pacte. Il y a eu également, dans le domaine de la simplification des dispositifs de partage de la valeur, la loi ASAP, d'accélération de simplification de l'action administrative. Rappelons-nous aussi, l'été dernier, la loi portant mesures sur le pouvoir d'achat, qui avait aussi introduit une rubrique en matière d'épargne salariale.
Avant de nous quitter, vous reviendrez assez régulièrement, je l'espère, en tout cas nous éclairer, parce que c'est aussi votre rôle d'ambassadeur d'évangéliser sur ce sujet. Une étude de la CFE-CGC, avec une invitée qui est venue sur notre plateau, nous disait, attention, nous on valide ce texte, ils l'ont signé d'ailleurs, l'ANI a été signé par la CFE, mais il nous disait, on découvre à travers une étude extrêmement précise que les entreprises du CAC ne verseraient que finalement 9% de partage de valeur, pendant que les PME seraient, elles, dans l'obligation d'en verser plus de 30%. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres? Est-ce que vous dites, attention, effectivement, il ne faut pas que les PME soient obligées de faire un effort supérieur aux entreprises du CAC? Bon, alors vous vous rappelez que dans ce texte, il y a également une troisième ambition qui est celle de toucher à la question des bénéfices exceptionnels, et, oui. Et d'obliger effectivement, à l'occasion de la négociation sur les accords d'intéressement et de participation, à reconsidérer la situation si on dépasse un certain niveau de bénéfice. Donc on doit arriver à, j'allais dire, une forme de péréquation. La couverture de l'intéressement et de la participation est déjà très très forte dans les grandes entreprises. En revanche, on le sait, elle est beaucoup plus faible dans les PME. Moi, je dirais que l'enjeu, c'est quand même la question de la généralisation, la question de la simplification. Est-ce qu'on peut aller plus loin aussi dans la défiscalisation dans le contexte de finances publiques? Il faut avouer que ce n'est pas simple. Donc vous ouvrez une porte, et vous ne serez pas dans l'hémicycle pour en débattre, vous serez un observateur, vous dites, le législateur peut peut-être faire un effort supplémentaire pour donner un peu plus envie à l'entreprise de partager, tant par l'intéressement que par la participation que vous portez. Oui, et sans doute par, je dirais, des dispositions assez simples. Vous voyez, aujourd'hui, signer un accord d'intéressement, c'est rédiger un texte assez lourd d'une quinzaine de pages. Est-ce qu'on ne peut pas le réduire? Spécial PME, quoi. Spécial PME. Déposer un accord d'intéressement, c'est aussi se présenter devant l'autorité administrative avec un contrôle. Est-ce qu'on ne peut pas là aussi introduire un droit à l'erreur qui permettrait, si vous avez déposé un accord avec une petite erreur dans la déclaration sur les salariés qui vont en bénéficier, de ne pas retoquer l'accord, mais de pouvoir simplement le corriger à la marge? Il reste encore beaucoup de choses à faire pour simplifier la vie de l'employeur. Avant de nous quitter, François Perret, c'est un mot qui est très joli, qui dit beaucoup de choses, ambassadeur, mais concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste à venir évidemment sur un plateau de télé, mais j'imagine ça consiste à faire de la pédagogie, d'expliquer, de rencontrer? Promouvoir, faire connaître, parce que il y a encore un vrai enjeu de vulgarisation. Il y a un vrai enjeu aussi d'accompagnement des entreprises pour que les plus petites en particulier puissent s'emparer de ces dispositifs. En un mot, j'ai remarqué depuis quelques années que je fais ce travail d'ambassadeur que généralement essayer un dispositif d'intéressement et de participation, c'est l'adopter dans la durée. Oui, il y a une fidélité. On ne l'abandonne pas. On ne l'abandonne pas une fois qu'il est là, mais encore faut-il le mettre en place. Et des enjeux, je le redis, de pouvoir d'achat liés à l'inflation avec des salariés les entreprises ont fait ce qu'elles ont pu et qui va permettre peut-être d'améliorer le quotidien mensuel des salariés. C'est quand même ça l'objectif. Peut-être en essayant de ne pas tout mélanger non plus, parce qu'il y a d'autres instruments pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Il ne faut pas perdre de vue que le partage de la valeur a été conçu dans une logique aussi d'épargne, de financement de l'économie française. Donc c'est plutôt, dans mon esprit, un pouvoir d'achat différé sur du long terme. Pouvoir d'achat immédiat. Vous avez raison de le préciser, c'est du long terme. On capitalise aussi sur des comptes, effectivement, organisés par l'entreprise. Merci François Perret d'être venu nous éclairer. Puis lisez ce livre, d'ailleurs il est au cœur des enjeux de notre émission. Peut-être venir nous en parler aussi. Avec plaisir. Dans un grand entretien. Non, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Sujet au cœur de l'actualité, sorti chez Duno en 2022. Merci de nous avoir rendu visite, ambassadeur du gouvernement, sur le sujet du partage de la valeur. On tourne une page, on fait de la philo, encore que le partage de la valeur, c'est presque un sujet philo, mais on va parler du regard, le regard des autres en entreprise. C'est un sujet philosophique et on en parle tout de suite. Smart Philo, le regard des autres en entreprise. C'est pas simple, évidemment. Parfois, on se sent observé, on se sent un peu nu, finalement. On en parle avec Marianne Mercier. Bonjour, Marianne. Bonjour, Arnaud. Consultante philosophe pour les organisations. Vous êtes enseignante. C'est le sujet que vous avez souhaité nous parler aujourd'hui. Pourquoi le regard des autres, commençons par le début, est si difficile à porter? Alors déjà, faut savoir ce qu'on entend par regard. Donc juste rappeler que le regard, déjà, c'est une perception. Qui est forcément limité par ce qu'on veut voir, parce qu'on peut voir la situation. Donc subjectivité. Voilà, donc déjà. Et ensuite, ce qui fait peur dans ce regard qu'on va porter sur nous, en fait, c'est pas tellement ce regard en lui-même, mais ça va être plutôt la peur du jugement qu'on va ressentir, le fait d'être regardé par l'autre, de se dire « que va-t-il penser de moi ?» Donc là, on est tout de suite sur une question de projection. Donc là-dessus, on peut tout de suite penser à Sartre, qui nous dit « l'enfer, c'est les autres ». Mais oui.
Voilà, l'enfer, c'est les autres. En fait, là, ce qu'il veut nous dire, c'est que l'enfer, c'est justement ce jugement qu'on va porter sur nous, qui va nous révéler des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir sur nous-mêmes, donc des choses dont on a honte, des choses aussi dont on peut avoir pas du tout envie de parler et être dans une forme de déni. Donc finalement, c'est là-dessus que la difficulté va se poser. Alors, ça devient passionnant parce que vous y mettez, et il y en a un d'ailleurs, un enjeu dans le monde du travail. C'est un enjeu. Bien sûr, parce que le monde du travail, comme tout espace d'interaction humaine, forcément, on est soumis au regard des autres. Les réunions, C'est ça. Et aussi, ça a des conséquences très concrètes, cette peur du jugement des autres, parce que déjà, ça va nous créer de l'anxiété. Donc ça va avoir un impact direct sur notre bien-être. Et aussi, de façon beaucoup plus pratico-pratique, si j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi, je vais prendre moins d'initiatives, je vais moins oser, je vais moins m'affirmer. Et du coup, ça aussi, ce sont des choses qui vont avoir un impact sur ma carrière potentiellement, m'empêcher de me développer, de grandir. Donc cette question du regard des autres au travail, c'est pas du tout anodin. Question fondamentale, comment on s'affranchit de ce regard et est-ce que c'est possible? Parce que le regard est permanent. C'est ça, en fait, on peut être tenté de se dire, pour s'émanciper, pour s'affranchir, l'idée c'est de se dire, je dois prendre mes libertés, je dois me distancier vis-à-vis de ça, parce que c'est ça l'émancipation, hein, c'est se dire... Je m'en fous. Prends mon indépendance. Oui, c'est ça. Voilà, ça ne me regarde pas. J'utilise mon propre entendement. Je pense par moi-même. Mais sauf qu'effectivement, dans le monde du travail, on ne peut pas se défaire de ça. Enfin, on est nécessairement en train d'interagir avec les autres. Et ce regard-là a un impact sur nous, encore une fois, sur l'évolution de notre carrière, si on va avoir une promotion ou pas, quelle mission on va nous attribuer. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc on ne peut pas l'ignorer. Voilà. On ne peut pas l'ignorer, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on vit avec et il faut s'en accommoder. Comment gérer le poids de ce regard et justement en faire autre chose qu'une pression et en faire un élément constructif? Comment on fait? Alors aussi, je voudrais préciser, là, on ne parle pas de situation non plus de harcèlement. Non, situation normale. Voilà, situation normale qu'on peut avoir au quotidien. Je préfère préciser parce que, évidemment, dans les cas de harcèlement, là, ça nécessite d'autres prises de mesures et d'autres types d'actions. C'est vrai. Mais concrètement, en fait, il y a plusieurs points d'action qu'on peut avoir. Donc déjà, avoir conscience de ce regard, se dire, même si je fais comme s'il n'était pas là, il peut m'impacter. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour essayer de se distancier. C'est se dire, déjà, est-ce que c'est un jugement ou est-ce que c'est une critique constructive? Parce que aussi, on peut avoir tendance, évidemment, à se dire, oh là là, on m'a fait une remarque là-dessus, en faire toute une montagne et se sentir très très mal. Donc parfois, il y a aussi évidemment des retours qu'on nous fait, nos supérieurs vont nous faire des remarques sur ce qu'on fait, c'est normal. Il faut les accepter. Il faut les accepter. Enfin, en tout cas, les intégrer. Ensuite, on peut se dire, est-ce que finalement, ce jugement qu'on émet sur moi, donc là, tout ce qui est commérage, etc., ça peut arriver en les bruits de couloir, oui. En fait, ça aussi, se rappeler que finalement, ça va plus en dire sur la personne qui les émet que sur la personne qui est concernée par ces propos. Donc aussi, pareil, replacer ça dans le contexte, se dire, bon, on dit ça sur moi, mais après tout, ça reste une perception, un jugement, et cette personne-là, elle-même, a ses propres projections. Ensuite, quel travail sur soi-même. Ah oui, non mais c'est ça en fait, c'est se regarder constamment soi-même. C'est se regarder constamment soi-même et aussi se dire est-ce que je peux pas être aussi en train d'observer mes propres émotions, ce que ça génère en moi, parce qu'en fait ça m'apprend des choses aussi. C'est vrai. Se dire pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi j'aurais peur qu'on pense ça de moi. En fait, est-ce que c'est pas en train de révéler quelque chose sur mon syndrome de l'imposteur, mon envie de perfectionnisme. Voilà, donc se dire, en fait, cette peur-là, je peux aussi l'analyser et me dire, voilà, ces émotions-là m'apprennent des choses. Mais juste avant de nous quitter, s'affranchir, c'est-à-dire être dans sa liberté totale, vous nous dites globalement, ça reste pas possible en entreprise. C'est peut-être vrai quand on est dans la rue et dans une ville ou à la campagne, mais dans l'entreprise, on est obligé de porter un masque? On est obligé quand même de beaucoup se regarder et faire attention à l'image qu'on donne? Alors, je ne dirais pas qu'il faut non plus porter un masque et faire semblant, parce que aussi, on a besoin d'être authentique et d'être un minimum. Et ça se voit? Et en plus, ça se voit. Mais par contre, se dire, effectivement, je ne peux pas non plus faire comme si les autres n'existaient pas. Parce qu'une entreprise, c'est une aventure humaine, oui. de toute façon. En fait, c'est plus dans ce sens-là. Et se dire aussi, c'est un petit peu un mot de la fin que j'aimerais laisser, c'est se dire, moi aussi, j'exerce un regard sur les autres. Et finalement, se rappeler de notre responsabilité également qu'on porte, parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas dans une bulle, et nous-mêmes, on peut exercer ce regard-là. Il y a donc une réciprocité du regard, et n'ayez pas peur uniquement du regard de l'autre, sachez que vous pouvez aussi, vous-même, apporter des critiques positives, on s'entend, parce que sinon, c'est la guerre.
Tout à On fait. passe son temps à se juger et donc forcément à se déstabiliser. Merci Marianne de nous avoir éclairé. C'est un sujet d'une très grande subtilité, la question du regard qui est très très fin. Consultante philosophe pour les organisations, merci de nous avoir rendu visite et je vous dis à très bientôt. On tourne une page, le cercle RH évidemment, après la pause, on va parler des saisonniers, des intérimaires. C'est la grande pénurie, tant dans les parcs de loisirs que évidemment pour les métiers de la terre, les métiers agricoles. Comment faire pour engager, donner envie et faire en sorte, évidemment, bien que ces postes soient pourvus, postes saisonniers et en intérim. On en parle avec des experts, ils sont là et c'est le cercle RH. Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler des saisonniers, des intérimaires et évidemment en creux de cette pénurie de main-d'œuvre dans certains métiers, puisque le top 10 de Pôle emploi, on l'a présenté dans le cercle RH, on voit que c'est la même chose, les serveurs, les cuisiniers, l'aide à la personne, le nettoyage, évidemment, ce sont des emplois pénuriques que les entreprises ne trouvent pas. Et puis il y a les emplois saisonniers, puisqu'il était indiqué, cultivateurs, les ramasseurs, le vignoble, tous ces métiers-là sont en difficulté. On en parle avec mes invités. Ils ont peut-être la formule magique pour trouver la solution. Sandrine Chauroux, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH de Majorien. Majorien, alors vous venez du secteur, je crois, de l'hôtellerie. C'est un secteur que vous connaissez bien. Je viens de l'hôtellerie-restauration. J'étais DRH du groupe Ducasse au préalable. Voilà, vous connaissez bien. Majorien, c'est quoi? Vous accompagnez les hôteliers? On propose différentes solutions pour les hôteliers-restaurateurs. Ça va de la centrale d'achat à cabinet de recrutement, à société de conseil et de formation. Et également, nous venons de lancer un label sur la qualité de vie au travail et un calculateur d'empreinte carbone. Dans l'hôtellerie-restauration, c'est un vrai sujet, évidemment. Avec nous, Jérôme Miara. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ravi de vous accueillir. PDG d'Obea et Cambios, deux sociétés complémentaires et différentes. Exactement. Ressources humaines d'un côté, digital de l'autre. Donc deux sujets qui sont assez clés et qui peuvent apporter des réponses au sujet du jour sur l'attractivité, par exemple. Vous accompagnez beaucoup d'entreprises qui ont cette problématique, garder mes talents, les recruter et faire en sorte qu'on puisse les accompagner dans la durée. Avec nous, David Herlem. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Partner. Et quand on vous dit que vous êtes une entreprise d'intérim, vous me dites non, je suis une entreprise de recrutement. Tout à fait. Vous en faites aussi quand même de l'intérim. Beaucoup. Mais on balaye tout le spectre du recrutement au travers de cabinets qui font de l'approche directe dans les métiers de la life science, par exemple, jusqu'effectivement au travail temporaire et aux saisonniers. Vous l'avez vu, cette étude Pôle emploi, j'ai envie de dire, c'est la même étude tous les ans. Pôle emploi sort les 10 métiers pénuriques et c'est toujours les mêmes métiers. Je me tourne vers vous parce que vous êtes passé par ces métiers de l'hôtellerie, puis chez Ducasse et dans de très belles maisons. Aujourd'hui, vous les accompagnez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne trouve pas de serveurs et de cuisiniers? Pourquoi c'est si compliqué? C'est quoi? C'est des métiers pénibles? Les gens ne veulent plus les faire? Soyons cash. Ce sont des métiers difficiles. Ce sont des métiers de passion. Jusqu'ici, il y avait suffisamment de personnes pour travailler beaucoup dans ces métiers-là. Et la crise sanitaire est passée par là. Donc, il y avait déjà des difficultés au préalable. Et là, les gens ont goûté à autre chose, je pense, et se disent qu'il y a d'autres possibilités. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont changé de métier. Mais chez vous, de votre côté, vous avez forcément des interlocuteurs qui vous disent « j'ai besoin de serveurs, j'ai besoin de… » Qu'est-ce que vous leur répondez? Remettez-vous en question, vous, petit artisan de la restauration, faites des équipes de 2 équipes du matin et du soir, limitez, faites qu'il y ait des pauses, ou faites qu'il n'y ait plus de pauses et que les horaires soient… Parce que la pause, c'est quand on finit le service, on a 2 heures, on traîne dans les rues, puis on reprend à 17h, donc on a passé 15 heures au boulot, quoi. Alors, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, effectivement, la période Covid a transformé beaucoup le marché du saisonnier. Beaucoup de saisonniers ont découvert finalement qu'en travaillant dans l'industrie, dans la logistique, ils avaient des conditions de travail qui étaient quand même plus simples. Pas de week-end,
pas de nuit, et derrière, une capacité à s'organiser personnelle qui est très différente. Et c'est là où on a perdu quand même beaucoup, en tout cas, de saisonniers dans ce secteur d'activité. Alors oui, bien entendu, dans ce que je dis, il y a déjà un certain nombre de solutions. C'est comment finalement les acteurs du secteur vont adapter finalement des travails qui sont effectivement avec des coupures, qui sont complexes à gérer dans l'organisation personnelle. Le travail effectivement où globalement aujourd'hui plus personne ou peu de monde veut travailler les week-ends. Oui. Mais globalement, ce marché-là, c'est aussi un marché, comme on le disait, de passion et de trajectoire. Autorisez-moi, c'est paradoxal parce que les gens n'ont jamais autant dépensé dans le loisir pour partir en week-end, pour partir dans des parcs d'attractions quand on voit les résultats des parcs. Et au même moment, Jérôme Miara, on n'a pas la main-d'œuvre. C'est-à-dire que ça cartonne, mais ils n'ont pas les gens pour servir. Alors, c'est ce qui explique aussi que le marché est de plus en plus tendu parce que la demande est de plus en plus forte. Ouais. Les saisons s'étendent sur l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a plus simplement la saison juillet-août. Maintenant, on part en week-end un peu tout le temps dans l'année. Et donc, évidemment, ceux qui offrent ces services sont maintenant obligés d'être capables d'y répondre toute l'année. Donc ça remet de l'attention sur le marché. Alors certes, c'est un secteur qui est tendu sur le plan du recrutement, mais en même temps, on peut tenter de le valoriser parce que parallèlement, quand on interroge les jeunes, ils aiment bien la flexibilité. Et être saisonnier, c'est aussi pouvoir accéder à un métier qui offre de la flexibilité. C'est vrai. Donc je crois qu'il y a cet effort un peu marketing à opérer pour sortir de l'image un peu traditionnelle d'un métier pénible. Alors il est vrai que dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, c'est 98% d'entreprises de moins de 50 ans. Mais oui, Et ces entreprises-là, des artisans. voilà, ce sont des artisans qui peuvent être un peu démunis justement pour structurer l'offre de recrutement, pour structurer les parcours de carrière chez eux. Donc c'est là-dessus peut-être qu'il faut insister. 44% des saisonniers ont moins de 26 ans. 18% des salariés du privé ont moins de 26 ans, donc on voit que c'est quand même une population jeune. Et 77,6% d'entre eux, de ces fameux saisonniers, ont des revenus salariés annuels inférieurs à 12 440 €. Donc c'est 38% globalement de la population globale. Est-ce qu'il y a un enjeu de salaire? On va parler des logements, parce qu'il y a un autre sujet qu'on mettra sur la table, c'est si vous ne pouvez pas me loger, moi je ne peux pas travailler en plein centre de la France dans un parc d'attractions et je peux pas faire 800 km. Mais sur le salaire, est-ce qu'il y a un problème de salaire, d'attractivité par le salaire? Je crois qu'aujourd'hui, ce problème, il a été résorbé, puisqu'on a la grille salariale de HCR qui a évolué. HCR Hôtel, café, restaurant, pardon, qui a pris 16%. En moyenne, les salaires ont évolué de 20% dans la profession. Donc, ce n'est pas les salaires. Il fallait faire quelque chose sur les salaires, mais aujourd'hui, c'est la fondation, c'est la base. Oui, la base de la maison. Maintenant, il faut construire les murs, parce qu'avoir son socle ne suffit pas. Donc c'était indispensable, mais je crois que maintenant, il y a autre chose à faire que les salaires. Les saisonniers, on évoque les serveurs dans les restaurants, il y a aussi des cuisiniers. Dans le top 10, il y a aussi un problème de pénurie de ceux qui sont en cuisine. Puis il y a aussi les saisonniers, c'est bien indiqué dans le top 10, des saisonniers qui ramassent les fruits et légumes, qui sont quand même, il faut le reconnaître, des métiers où on passe beaucoup de la main à la main et qu'on est payé de la main à la main, il n'y a pas de contrat. On fait venir des cohortes de femmes et d'hommes du Maroc, de Bulgarie, pour ramasser nos fruits et nos légumes. Il n'y a pas de solution pour cette question des saisonniers, où on arrive à là aussi trouver des solutions? Alors je pense qu'il faut déjà voir dans ce marché-là qu'il y a différents types de candidats pour différents types de secteurs d'activité. On a des secteurs dans l'activité saisonnière qui sont attractives. Les vendanges le sont pour partie. On a quand même une forme de personnes qui ont l'habitude chaque année de venir faire les vendanges. Parce en que, Bourgogne, dans le Bordelais. Dans le pays nantais, c'est le muguet. Il y a des gens qui, par habitude, vont finalement aller sur ces sujets-là en complément de leurs revenus. C'est un complément de revenus parce que c'est des périodes courtes sur lesquelles ils peuvent s'organiser pour y aller. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que, en tout cas, c'est des secteurs qui attirent. Après, sur les secteurs, effectivement, comme l'hôtellerie-restauration, il y a des fondations, mais il y a effectivement tout à construire, notamment dans le management. Des petites entreprises où la culture managériale est quand même à faire évoluer, je pense, parce que l'hôtellerie-restauration telle qu'on l'a connue mérite là aussi d'avoir du management qui sait justement intégrer, qui sait former, qui sait donner des trajectoires. C'est un sujet, Ce que les grandes entreprises ont réussi à faire. Moi, j'ai travaillé dans le tourisme, on avait l'habitude de finalement faire des complémentarités de saison et de créer des parcours professionnels où les gens réussissaient et finalement prenaient
des postes de management à terme. Donc ça, c'est des choses qui se font assez bien, mais dans cette structure d'organisation qui est la petite entreprise, il y a encore énormément à faire. Jérôme Mira, je voudrais vous faire entendre, et vous faire entendre aussi, un invité qui est venu sur notre plateau, Antoine Fouché. Alors, on remet dans le contexte un débat autour des enjeux des seniors, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, mais on comprend que les jeunes, c'est compliqué. Peut-être qu'il faut aller chercher chez les seniors, qui est un vrai sujet. Écoutez ce que dit Antoine Fouché. Il n'y a pas beaucoup d'options, si on veut pourvoir ces métiers pénuriques. Il y a les seniors ou l'immigration. La démographie, c'est pas comme l'économie, c'est vraiment robuste, c'est vraiment prévisible et fiable. Et donc, on le sait. Et donc, le MEDEF cherche des sources de main-d'œuvre, et il fait son job. Il cherche des réserves de main-d'œuvre là où il y en a. Et quand on fait du benchmark international, on sait que il y en a pas sur les 25-49. On est au même niveau que l'Allemagne, et voilà. Là où il y en a, c'est sur les plus de 50. Et en fait, sur les plus de 55-60, et un peu sur les moins de 25, même si avec le triplement du nombre d'apprentis en 3 ans, on a moins de marge. Donc c'est là, il faut travailler sur l'emploi des seniors. C'est la seule manière, avec l'immigration, d'augmenter la population active en France. Est-ce qu'il faut regarder le sujet en face, tel que le fait Antoine Fouché, Jérôme Mira, en disant, voilà, nous, on accompagne les entreprises, mais on n'a pas de baguette magique non plus. Alors, oui, je suis d'accord sur le fait que l'immigration peut être une solution à ce problème. Alors, notamment, d'ailleurs, je crois que sur le secteur de l'agriculture, on a des pays frontaliers, l'Allemagne, par exemple, qui est beaucoup plus agressif que nous pour faire venir des travailleurs d'étrangers avec une reconnaissance de ces travailleurs, des charges extrêmement faibles. Et donc, je crois qu'il y a une vraie compétition qui s'installe sur ce secteur-là. Mais oui, mais alors comme d'habitude, oui, l'immigration, c'est sans doute une solution, mais il faut anticiper, il faut structurer, il faut accompagner, quoi. Et je crois que ça peut être un mal des petites entreprises françaises, c'est de se retrouver parfois démunies par rapport à ces sujets. Alors on note qu'il y a quand même, justement, comme elles sont démunies par rapport à ces sujets-là, on note que maintenant, c'est au niveau des régions, par exemple, qu'on est en train de s'organiser pour travailler sur les infrastructures, pour être en mesure d'accompagner et d'attirer ces personnes. Vous me faites le lancement, il y a des parcs d'attractions où ils sont aujourd'hui, sans les citer, obligés de construire les locaux, les logements pour leurs saisonniers, qui n'en sont plus d'ailleurs, puisqu'en fait, ils travaillent quasiment toute l'année sur le site. En fait, on revient comme dans les années 50, vous savez, on avait le car qui ramassait les salariés, les ouvriers, parfois même on les logeait, et puis on les ramenait le soir à part le car. Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir, on essaie d'inventer des choses compliquées alors qu'on revient aux choses simples. Trouvez-moi un logement, permettez-moi un moyen de transport qui ne me fasse pas dépenser d'essence, et moi je viens bosser chez vous. C'est un peu ça que les salariés disent. Alors non, oui. Vous êtes d'accord ? Sur la mobilité, oui, sans conteste, parce que c'est un sujet qui est toujours un frein finalement, parce que avec le prix aujourd'hui de la mobilité, c'est un gros sujet. En calcul. Quand on regarde effectivement les chiffres que vous notiez de salaire moyen, voilà, on est à l'économie. Donc forcément, la mobilité est un sujet, le logement est un sujet. Effectivement, c'est des recettes qui ont déjà été prouvées, qui fonctionnent. Il y a eu sans doute à un moment donné la possibilité de plus fournir ce type de service. Il faut revenir tout simplement à ce qui se faisait bien sur cette thématique-là. Là encore une fois, on évoque des sujets qui sont assez disparates. Il y a le monde agricole qui cherche à ramasser ses cornichons et ses fraises des bois. Et puis il y a les employeurs restauration, cuisine, petits artisans, tourisme également. Et tourisme, un peu à l'ancienne. Est-ce que sur cette question-là, vous les accompagnez aussi à avoir des postures, des manières de faire ? Parce que qualité de vie au travail, excusez-moi, dans les cuisines, c'est un sujet qui a fait son apparition il y a peu de temps, quoi. Non, mais c'était un peu à la dure. Enfin, il suffit d'être allé dans une cuisine pour le voir. C'est pas simple. C'est vrai, tout à fait. Les cuisines, il y a un ADN. Ben ouais. À l'intérieur, c'est très hiérarchisé. Culte du chef. Tout à fait, c'est la brigade. La brigade, c'est... Oui. Non, mais je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui... C'est pas forcément ce que les gens n'aiment pas, l'ordre, la rigueur, ça fait l'encadrement. Des facteurs de motivation, si les personnes ont l'impression de progresser. Moi, je discutais récemment avec le DRH de VVF, il me disait, nous, effectivement... on considère qu'à présent, il faut traiter les saisonniers comme on traite nos salariés. Et je crois que déjà, si on part de ce principe, on va commencer à trouver quelques solutions. Ça peut être aussi aidé par des structures qui sont au-dessus des entreprises. Je pense au tourisme. La branche du tourisme social et familial est extrêmement structurée et a mis en place des dispositifs, par exemple, de titularisation des saisonniers, qui fait que ça leur procure de la visibilité, de la sécurité et de la flexibilité. Qu'est-ce que vous montez, vous, chez Majorian, concrètement, là, comme outil, parce que vous êtes en train de travailler sur des outils, pour leur apporter un peu clé en main des choses qui vont les aider? C'est quoi, là, les sujets qui sont sur la table? Là, nous avons mis en place un label sur la qualité de vie au travail qui s'appelle Peace and Work, qui a vu le jour à la suite de la crise sanitaire avec les nouveaux besoins.
puisqu'on est quand même dans une profession où on n'en parle pas souvent, mais la crise sanitaire a duré beaucoup plus longtemps dans l'hôtellerie-restauration que dans le reste des emplois. Ça a repris plus tard chez vous. Hein. 1 an et demi de fermeture pour certains, beaucoup d'hôteliers restaurateurs. Donc, nous avons des salariés qui, pendant 1 an et demi, se sont retrouvés sans travail, avec des habitudes de beaucoup travailler, d'être très, très ça dynamique. redescend, quoi. C'est une chute. Hein, ouais. Oui, tout à fait. Donc ça a été confronté à ça aussi. Et derrière, aussi des aspirations nouvelles, puisque aujourd'hui, les collaborateurs, mais comme tout le monde, comme nous autour de la table, nous avons aussi envie d'un équilibre dans notre vie pro et vie privée. Et ils estiment qu'ils doivent en profiter aussi. Tout à fait. Il n'y a pas de télétravail quand on sert un café, quoi. C'est pas possible. Et oui, parce que le sujet est là. Hein. On ne se met pas en télétravail. Hein. C'est pas possible. On se met pas en télétravail. Par contre, il y a des possibilités d'organisation du travail, mais qui, à mon sens, il n'y a pas une recette miracle. Vous parliez de recette miracle. La semaine des 4 jours, non, parce qu'elle est en train de monter fortement. On se dit, tiens, je bosse du lundi au jeudi, puis j'ai une brigade du jeudi au dimanche, comme ça se fait à la télévision. Non, possible, pas possible. En tout cas, un peu plus de visibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, les appels de dernière minute pour venir en urgence, ça, c'est des choses qui ne peuvent plus être de mise aujourd'hui. Si, à partenaire, parce que j'imagine que vous êtes sollicité dans ce genre de... Bon, aidez-moi, quoi. Là, sinon, je ferme la moitié de la salle, ou je ne peux pas ramasser. Alors, ça s'est vu, les saisons précédentes où des hôteliers, des restaurateurs ont dû fermer des services parce que par manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous, le travail, il est d'individualiser finalement l'attente, se dire comment est-ce qu'on peut travailler individuellement justement sur l'attractivité vis-à-vis du sujet, parce que c'est un secteur d'activité qui a perdu son attractivité. C'était un secteur d'activité qui pour moi était valorisé à une période parce que on faisait partie des fleurons de l'industrie hôtelière, du tourisme en France. C'est des choses qu'il faut redorer pour donner envie aux jeunes de revenir dans ces filières-là. D'ailleurs, Jérôme Mira a répondu en transparence, mais vous, l'immigration, les seniors, parce que c'est des vrais sujets, on se dit, mais on voit plutôt des jeunes serveurs dynamiques, qu'on la pêche, mais en même temps, il y a les seniors, l'immigration, vous dites c'est peut-être une solution ? Alors, moi, l'immigration, je pense que tant qu'on a ce niveau de chômage, j'aimerais croire naïvement qu'on peut quand même encore trouver des solutions sur notre territoire, même si c'est une solution, bien entendu, aujourd'hui, c'est évident. Sur le sujet des seniors... Je suis d'accord, philosophiquement, on est d'accord, mais factuellement, on voit bien que ces postes ne sont pas pourvus. Exactement. Hein. Enfin, je veux dire... Et on a beaucoup de difficultés à avoir les papiers pour les salariés. Et c'est Parce compliqué. que c'est une réalité. Il y a beaucoup d'immigration dans notamment les emplois de la restauration. Bien sûr. Les difficultés, enfin c'est un bagne pour obtenir des papiers. Et pourtant la personne visa, travaille. C'est très compliqué. Ouais. Donc il y a quand même une dynamique, enfin en tout cas une volonté dans le secteur de la restauration de dire régulariser quand même ceux qui sont dans nos cuisines et qui viennent d'un peu partout dans le monde, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Ah oui, moi je suis persuadée que l'immigration est une solution parmi d'autres. Pas tout, ça va pas tout solutionner. Je suis d'accord. Les seniors, ça me semble plus compliqué parce que les personnes qui sont déjà seniors et qui sont dans le métier, ils restent. C'est physique. Bien donc, sûr. Il y a la station de 13, ça peut être compliqué. Il y a dans les hôtels, c'est aussi compliqué. Bien sûr, lever les chambres. Donc ça, c'est un secteur qui n'est pas ouvert. Difficile. Peut-être sur des métiers d'encadrement, parce qu'il y a aussi besoin d'encadrement, notamment dans le tourisme. Hein, où l'encadrement représente 15 à 20% des personnels. Donc peut-être que sur ces métiers d'encadrement, les seniors pourraient être une solution. Un mot sur ces seniors. Parce qu'on en parle tellement de ces seniors. C'est une question d'image aujourd'hui. Est-ce que vous le disiez, aujourd'hui, on n'est pas prêt à voir un senior finalement faire du service. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a d'autres pays où c'est totalement très peu en proportion. Sur l'attractivité du secteur, quand on regarde, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites au niveau des différents secteurs concernés par les saisonniers. Les taux de satisfaction des saisonniers sont élevés. Hein. Ça veut dire qu'ils sont plutôt satisfaits des emplois qu'ils ont eus. Néanmoins, ils sont beaucoup plus volatiles parce qu'effectivement, ça fait partie de leur état d'esprit que d'avoir de la flexibilité, que de pouvoir bouger. Mais le secteur n'a pas une image déplorable. Hein. Combien de postes il manque là avant de nous quitter ? Annoncé 200 000 comme l'an dernier. C'est colossal. Sur 4 millions. Hein. C'est 4 millions de postes. 4 millions de postes, c'est ça. Et 200 000 chez vous ? 200 000 annoncés en France par l'UMI. L'UMI a encore annoncé ces chiffres-là. C'était les mêmes en mai dernier. Donc, mais il y a des choses à faire. Il faut pas oui, on sent que vous êtes optimiste parce que vous êtes là aussi pour les accompagner. Oui, tout à fait. Et le management, avant de nous quitter, c'est-à-dire que l'idée de transformer un peu le logiciel de nos artisans, j'évoquais la semaine des 4 jours, non, elle est sur la table ou ils disent non, je ne veux même pas en entendre parler ?
Elle est sur la table. Elle est sur la Mais table. il faut adapter. c'est ce que vous disiez. Il faut un établissement ne va pas avoir trouvé les mêmes solutions que On est d'accord. l'établissement d'à côté. Ça dépend de son personnel, de ses effectifs. C'est Et vrai. justement, Peace & Work, ça permet de faire un diagnostic avec les souhaits des salariés en poste. Et derrière, on met un plan d'action. Là, j'ai un établissement, c'est la Bastide de Moustier. Sarah Chélan, Très beau. qui est directrice Belle de place. là. Elle a fait Peace & Work juste à l'été dernier. Elle a annoncé la semaine dernière dans Courrier Cadre qui a sorti un dossier que 60% de ces saisonniers de l'an dernier étaient restés suite à ce qu'elle avait mis en place. Donc c'est revenu Et parce Peace & Work. qu'ils ont été accompagnés. Alors qu'habituellement c'est entre 20 et 30% et ça fait 20 ans qu'elle est en poste. En conclusion, inquiétude ou optimiste? Optimiste parce qu'il faut recréer les viviers, il faut recréer de l'attractivité et de l'envie sur ces métiers-là. Donc il faut aller convaincre aujourd'hui les générations qui arrivent sur le marché du travail que c'est une opportunité, c'est une trajectoire, on peut grandir, on peut se développer, on peut réussir sa carrière quand on va dans ce type de filière. Il faut juste leur parler, leur expliquer, leur donner de la visibilité. Merci David Herlem d'être venu, directeur général du groupe Partner. 900 collaborateurs, je ne l'avais pas C'est précisé. ça, en France. En France. Jérôme Mira, merci d'être venu sur notre plateau. Le conseil PDG d'OBA et de Cambios, aux côtés des RH des entreprises, justement, pour essayer de trouver des solutions. Et merci à vous, Sandrine Chouroux, vous êtes DRH de Majorian, au plus près de la réalité des petites entreprises françaises de la restauration, qui sont en grande majorité des petits établissements. Merci à vous. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi, évidemment, et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler des cadres, j'allais dire presque de leur état d'esprit à travers une étude passionnante de cadre emploi, et on accueille Carole Ferté. Bonjour Carole, on est très heureux de vous accueillir, directrice des études chez Cadre Emploi, une étude très riche. Alors c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein, parce que quand on regarde en macro, on se dit le marché des cadres est plutôt porteur, dynamique, ça bouge bien. Quand on fait un peu plus de micro et qu'on rentre un peu dans le détail, on voit que le marché, je dirais sur le plan sociologique, sur le plan de l'état d'esprit, n'est pas très très bon. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on constate à travers cette étude, c'est que l'insatisfaction des cadres augmente, puisqu'elle a pris 6 points par rapport à l'année dernière. Il y a 20% des cadres qui sont insatisfaits. Et ce qui pointe en majorité comme source d'insatisfaction, c'est le management en premier. Et notamment, 59%. Hein. Oui, et notamment le manque de reconnaissance. Donc on sent qu'il y a un manque de reconnaissance de la part des cadres envers le management. Et puis on va retrouver aussi la rémunération en second et le manque de sens. Donc ça révèle aussi une perte de sens aussi vis-à-vis du management. Dans l'étude cadre emploi que vous portez, quand même, certaines études ont dit l'inverse. On les a dit, c'est la recherche de sens qui est devant. Là, il y a quand même presque 20 points d'écart. On va voir les chiffres qui vont s'afficher. Les causes d'insatisfaction, c'est le management à 59%, Oui. la rémunération à 51%, Oui. et j'allais dire beaucoup plus loin après, seulement à 35%, le sens. Vous les avez vus comme moi, ces études. Oui. Là, quand même, ce qui prédomine, c'est la rémunération et le management. On va y revenir, mais c'est quand même le salaire, quand même. Alors le salaire, Eh oui. c'est d'autant plus fort. On l'a mis un peu de côté, ce salaire. Oui, on l'a mis un peu de côté, mais il revient aussi beaucoup parce qu'on est dans un contexte inflationniste. Donc nécessairement, il y a ce besoin aussi d'être mieux rémunéré pour le travail qu'on fournit. Et puis, ce qui concerne la satisfaction par rapport au manager, je crois que ça révèle deux choses. D'une part, notre management en France, on va promouvoir des managers qui ne sont pas nécessairement des bons managers. Ils peuvent être de très bons experts, mais une fois managers, ils ne savent pas faire, ils ne sont pas forcément bons pour ça, c'est pas inné. On l'évoquait sur ce plateau il y a une dizaine de jours. Exactement. Est-on un bon manager quand on est un bon expert ? Voilà, c'est deux choses totalement différentes. Donc il y a des personnes qui ne sont pas à la bonne place, et puis il y a des managers qui pouvaient être pas mauvais, mais qui finalement étaient bousculés par ce nouveau mode de travail hybride, télétravail, visioconférence, etc., et qui ont peut-être pas su accompagner les collaborateurs justement dans cette quête de sens dont ils ont besoin. On va parler de ces 20% de cadres qui se déclarent insatisfaits de leur situation professionnelle à travers tous les critères. Et il y a un dernier critère sur lequel j'aurais aimé faire focus avec vous. À 25%, c'est-à-dire un quart des cadres interrogés par Cadre Emploi, indique que l'ambiance toxique au travail, évidemment, pèse et donc a une incidence. Un quart
des cadres considèrent que l'ambiance est toxique, mais c'est incroyable. Oui, je pense qu'il y a une notion peut-être aussi de compétitivité qui est beaucoup plus forte. Peut-être qu'il y a moins de liens sociaux entre les différents individus du fait de ces nouveaux modes de travail. Et puis, du coup, ça amène à cette toxicité assez naturelle. Et puis, on parlait du management. Je pense que c'est très lié. C'est-à-dire qu'un manager aujourd'hui qui n'est pas un bon manager, on voit plein de fléaux dans le management. On peut avoir du management toxique, on peut avoir du micromanagement, etc. Et ça va influer nécessairement sur l'ambiance de l'entreprise et le mécontentement des cadres. Il nous reste un petit peu de temps parce qu'il y a bien sûr le diagnostic, cette photographie qui n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on met comme contre-mesure? Parce que là, ça pose la question du placement au bon poste et choisir le bon collaborateur pour être manager. Ça veut dire que les RH doivent retravailler plus avec leur manager. Qu'est-ce qu'on réinvente là pour réenchanter le métier de cadre? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réenchantement. Le premier, c'est de placer les bonnes personnes aux bons endroits. Il y a peut-être des managers cachés qui ne sont pas des bons experts et donc c'est aussi à l'entreprise d'aller les déceler, d'aller les chercher. Ces fameux coachs, ces fameuses personnes qui influencent, qui rassemblent, etc. Plus animateurs que techniciens. Exactement. En fait, finalement, on recherche dans son manager un coach, une inspiration, une quête de sens, plus que de la technicité finalement, parce que soi-même on peut être expert. Donc on va aller chercher aussi ça chez un manager. Et puis c'est pour les managers déjà en poste qui sont bons mais pas excellents, c'est les accompagner à travers des formations, leur expliquer le b.a.-ba du management pour, dans le meilleur des cas, se transformer en manager coach qui va inspirer ses équipes et galvaniser les équipes. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail quand même de rétention des cadres, parce que là on voit quand même que 31% d'entre eux considèrent qu'il y a un manque de perspective professionnelle. Oui. Ça veut dire que l'entreprise ne leur donne pas de perspective. Donc en un mot, ils passent leur journée ou leur demi-journée à regarder les job boards pour voir si ça bouge ailleurs. C'est ça, on voit qu'ils sont près d'un sur deux à consulter des offres d'emploi, donc il y a cette envie de bouger. Cette envie de bouger, elle s'explique par deux éléments. Un dont on vient de parler, c'est l'augmentation de l'insatisfaction. Et puis le deuxième, qui est assez naturel, qui est lié à la conjoncture, c'est le plein emploi chez les cadres. Le marché est pas mal. Le marché est ultra tendu, spécifiquement chez les cadres. Donc ils ont aussi ce choix, ils ont aussi cette possibilité de quitter l'entreprise pour aller vers des postes plus rémunérateurs, parce que le changement de poste, c'est souvent le meilleur moyen d'augmenter son salaire. J'ai l'impression qu'on n'a pas bougé depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on disait déjà à un cadre, écoute, si tu veux augmenter ton salaire, tu passes par l'extérieur, puis tu reviendras nous voir quand tu auras pris 20%. Enfin, l'entreprise n'a pas été capable de se réinventer sur ce sujet-là? Alors là où l'entreprise se réinvente, justement, sur le départ d'un cadre, c'est un nouveau phénomène qu'on voit apparaître. C'est qu'avant, quand un collaborateur quittait l'entreprise, il y avait une forme un petit peu d'égo entre l'entreprise et le salarié. C'est-à-dire qu'on lui disait, tu quittes l'entreprise, tant pis pour toi, adieu. Maintenant, ils peuvent revenir. Aujourd'hui, du fait de la tension sur le marché de l'emploi, j'accepte. On soigne l'arrivée du collaborateur et on soigne son départ. On va même jusqu'à lui dire « reviens quand tu veux ». Onboarding, offboarding. Exactement. Ouais. On va soigner tout ce cercle-là du collaborateur. C'est un ambassadeur aussi. Hein. Exactement, pour plusieurs raisons. Parce que l'entreprise soigne aussi son image. Un collaborateur qui quitte l'entreprise, il peut nuire à l'image de l'entreprise, évidemment, à travers des systèmes de notation de l'entreprise. Et puis, s'il revient, donc c'est le fameux salarié boomerang qui a quitté et qui revient dans l'entreprise, c'est un double bénéfice, à la fois pour l'entreprise. Le marché est tendu, elle gagne du temps dans le fait de recruter ce collaborateur. Et puis pour le salarié, il connaît déjà l'entreprise et puis accessoirement, il a fait un gap de salaire entre les deux. Étude passionnante de cadre emploi, découvrez-la, elle est très très riche et elle offre une photographie qui est un petit peu sombre. On en a parlé sur ce plateau parce que le marché est aussi très très dynamique, il faut le préciser. Merci Carole Ferté d'être venue nous rendre visite, directrice des études chez Cadre Emploi. L'émission est terminée, mais on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. Merci pour votre fidélité, merci à l'équipe qui m'accompagne chaque jour. Raphaël aujourd'hui à la réalisation, je remercie Saïd au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous et merci pour vos messages. À demain, bye bye.